Bonjour à toutes et à tous, je suis Michel Marquez, responsable partenariat CGP au sein de Crédit Mutuel Investment Managers, le centre d'expertise dédié à la gestion d'actifs du groupe Crédit Mutuel. Et également aujourd'hui présent, Alexis Bossard, gérant du fonds CMAM Pierre. Bonjour Alexis. Bonjour Michel. Alors on ne présente plus CMAM Pierre, puisque c'est un fonds thématique de foncière européenne cotée. C'est un fonds de conviction avec en moyenne 50 valeurs en portefeuille. Et c'est un fonds d'ailleurs qui est présent sur toutes les plateformes d'assurance vie en France. Le sujet donc qu'on va aborder aujourd'hui, Alexis, c'est quels sont le bilan et les perspectives des foncières européennes cotées. Tu vas aborder donc 2 points. Tout d'abord, d'une part, tu nous présenteras ton bilan avec les tendances qui ont fonctionné ou pas. Et d'autre part, donc, tu nous présenteras tes perspectives pour les prochains mois. Alors Alexis, quel a été ton bilan pour cette année ? Alors l'année 2021 a été une bonne année sur les marchés. Si on regarde les performances en absolu, si la présentation avance, finalement on a une année aujourd'hui où l'immobilier a fait une performance de plus de 16% depuis le début de l'année. Donc on est sur une très bonne année en termes de performance. Après, si on regarde un peu en relatif, c'est un peu plus contrasté, puisqu'on voit que l'indice finalement est au-dessus, donc le secteur aujourd'hui sous-performe l'indice. C'est principalement lié justement à cette rotation que l'on a pu avoir entre les valeurs de value et les valeurs croissance. Aujourd'hui, où un secteur comme l'immobilier, qui est plutôt un secteur défensif, qui avait plutôt bien tiré son épingle du jeu l'an dernier, aujourd'hui est un peu à la traîne, puisqu'on va plutôt privilégier des secteurs cycliques comme les banques, l'automobile ou encore le média, qui ont bénéficié finalement de cette reprise économique et de cette inflation qui se matérialise actuellement. Si on regarde dans le détail, 2021 par rapport à 2020, l'élément qui est intéressant sur les graphiques qu'on vous montre ici, c'est que les performances donc, sont un peu moins contrastées. J'enfonce un peu une porte ouverte. L'année 2020, il y a eu la crise du Covid. Et de facto, on a eu vraiment des très forts contrastes, une dichotomie entre les gagnants et les perdants. Les gagnants étant ceux que vous voyez finalement sur le graphique de gauche. Vonovia qui finalement symbolise un peu le segment résidentiel, Sigro le segment de la logistique, ou encore Shurgard donc lié au garde-meubles qui était plutôt du côté des gagnants. Et à l'inverse, vous aviez finalement une sous-performance en 2020 dont on avait déjà discuté au cours des derniers webinaires. Donc Colonial qui est donc de l'immobilier de bureau espagnol, Pandox à moins 33 donc qui était de l'hôtellerie scandinave, ou encore Unibail donc dans les centres commerciaux à moins 50. Et ce qu'on voit finalement pour 2021, donc, c'est que les performances sont meilleures, mais on retrouve toujours des contrastes finalement entre ces différents segments. Si je rentre dans le détail, on retrouve 3 tendances qui se sont donc justement concrétisées sur l'année 2021, pour l'instant en tout cas, on verra pour la fin de l'année. Pour le moment, on retrouve finalement une surperformance donc des valeurs de croissance, logistique, garde-meubles. Donc on vous le disait juste avant, Sigro l'an dernier faisait plus 9, cette année c'est plus 40% depuis le début de l'année. C'est principalement lié justement avec cette reprise de l'activité économique, une très forte demande associée justement à la fois au stockage, mais également à la livraison toujours du dernier kilomètre et à la croissance du e-commerce qui justement continue de croître fortement et donc de tirer la demande pour de nouveaux espaces logistiques. Et Shurgard qui symbolise le segment donc des garde-meubles dans nos investissements de niche. Les garde-meubles également bénéficient justement de cette reprise économique, bénéficient de l'effet de l'inflation que l'on a justement sur tous ces espaces de co-stockage. Et aujourd'hui, donc la performance de Shurgard est de plus de 53%. Donc on a vraiment ces acteurs qui sont liés qui bénéficient donc d'une forte demande et qui bénéficient justement de ce biais croissance qui aujourd'hui continue de se matérialiser, continue de se confirmer au sein même du segment donc des foncières cotées. La deuxième tendance, c'est les perdants de l'an dernier. Finalement, les derniers d'hier ne sont pas devenus les premiers d'aujourd'hui. On reste sur une tendance où les centres commerciaux, je pense à Unibail, les bureaux, on parle de Colonial, mais également l'hôtellerie, continuent d'avoir finalement un manque de visibilité sur leur cash flow, sur les niveaux de valorisation futurs. Et de facto, on est sur des performances qui sont plutôt médiocres, autour de entre 0 et 10%. Donc vous voyez, Colonial, depuis le début de l'année, à droite, progresse de 7%, Pandox de 4%, et Unibail, donc, qui est en retrait de moins 4%.
Alors il y a toujours après des histoires spécifiques, je pense à Unibail, on parlait de la montée au capital de Xavier Niel que vous avez dû voir dans les différents médias, il y a également lié à son taux d'endettement, il y a des histoires propres à chaque valeur. Néanmoins, par rapport à ces graphiques, c'était l'idée de vous présenter finalement les différentes tendances sous segments, et on voit effectivement que les perdants d'hier sont restés un petit peu dans le ventre mou des performances 2021. Et la troisième tendance, donc c'est une tendance surprenante, c'était l'inverse de ce qu'on vous disait juste avant, c'est le segment du résidentiel allemand, donc qui est une grosse conviction chez nous, qui l'an dernier avait très bien marché puisque le résidentiel répond à un besoin fondamental qui avait beaucoup rassuré les investisseurs, son côté défensif au sein d'un segment lui-même défensif. Vonovia faisait plus 27 et cette année on est à moins 10%. Alors il y a des éléments qui sont peut-être propres à Vonovia, mais globalement le secteur du résidentiel allemand a été un segment qui a finalement sous-performé l'année 2021. Ouais, pourquoi finalement, Alexis, le résidentiel allemand n'a pas fonctionné et à moyen terme, tes convictions restent les mêmes sur le résidentiel allemand ou ça a un peu changé cette année? Alors, il y a des éléments qui sont à la fois exogènes et endogènes pour le résidentiel allemand. Alors, c'est clair que parmi les 3 thématiques que vous voyez ici sur l'année 2021, que l'on avait donc justement proposées, on en a 2 qui ont très bien fonctionné. Et la première d'entre elles, pour le coup, c'est un peu, c'est pas pour se jeter la pierre, mais effectivement, c'est celle qui a sous-performé en 2021. Si on doit se positionner sur le résidentiel allemand, on parlait donc de critères exogènes qui ont pesé sur la performance donc, de ce segment. Tout d'abord, c'est la remontée des taux. On parlait d'un secteur défensif au sein d'un secteur lui-même défensif. Le résidentiel allemand est clairement ciblé comme étant averse justement à la remontée des taux. Donc quand les taux remontent, généralement, c'est un secteur qui sous-performe. Le deuxième, c'était les élections fédérales qui ont eu lieu donc en octobre dernier. Donc jusqu'aux élections, on avait la crainte finalement d'une coalition avec Die Linke en particulier, qui est donc plutôt un parti d'extrême gauche, qui voulait justement plus de réglementation, plus de régulation défavorable aux propriétaires. Donc ça avait pesé en amont des élections. Et enfin, un troisième qui est plutôt endogène, ça a été donc les différents rapports qui sont sortis sur Adler, donc une foncière donc côté allemande, sur des suspicions par rapport à la valorisation justement qu'elle avait de différents projets, entre autres de développement. Et de facto, ça a un peu pénalisé l'ensemble du segment du résidentiel allemand, qui aujourd'hui justement se traite à la fois avec une décote attractive selon nous, sur lequel justement nous restons positifs. Alors c'est là justement si on doit se positionner... Du coup, tu peux nous faire un petit point là sur ta composition de portefeuille. Est-ce qu'il y a eu des petits changements cette année? Est-ce que tu vois des modifications à apporter sur ton portefeuille comme il est aujourd'hui? Alors si on regarde le portefeuille, on retrouve finalement toujours un peu notre quille résidentielle et logistique, qui généralement a toujours représenté plus ou moins entre 50 et 60% du portefeuille. C'est ce que vous voyez sur le graphique ici à gauche. Vous voyez donc le résidentiel a quand même légèrement baissé suite aux éléments que je vous disais par rapport à l'effet marché du résidentiel allemand. On reste positif sur cette thématique-là qui, pour nous, vraiment offre une sorte de coussin de sécurité, quelque chose de très défensif avec de la croissance. Il n'y a pas que le résidentiel allemand, on retrouve un peu de résidentiel scandinave d'une part, suédois en particulier, et également un peu de résidentiel en Finlande et en UK. Mais il y a quand même un gros biais sur le résidentiel allemand, sur lequel on reste très positif. La logistique qui pour nous est toujours ce gagnant naturel avec cette tendance entre autres à la fois sur le e-commerce mais également sur la digitalisation globale un peu de notre économie et où justement la reprise forte que l'on peut avoir de l'inflation devrait continuer de bénéficier à la logistique en général et en particulier à la logistique du dernier kilomètre via la logistique urbaine. Et enfin, vous voyez, alors ce qui a un peu changé plus ou moins sur les 9 derniers mois, c'est la progression de la poche investissement de niche que vous voyez qui représente aujourd'hui maintenant quasiment un quart de notre exposition du portefeuille. Dedans, donc, vous avez de l'immobilier de santé et principalement des garde-meubles. On n'a pas actuellement d'hôtellerie, mais effectivement, c'est le biais à la fois par rapport à l'effet de marché des garde-meubles et à la fois, là, on a renforcé également certaines valeurs dans les garde-meubles. Donc, on parlait de Shurgard tout à l'heure, mais ça a été également le cas de Safe Store ou encore de Big Yellow qu'on a renforcé justement au cours des derniers mois et qui fait qu'aujourd'hui, cette poche de niche représente 25%. Donc, on garde quand même ces 3 poches, je vous disais, donc, avec cette quille résidentielle logistique, les investissements de niche pour un quart, et on retrouve toujours notre exposition donc Europe du Nord, donc Allemagne, Scandinavie et Benelux qui donc représente quasiment un peu plus de 2/3 du portefeuille. Donc c'est ça, on reste sur les mêmes bases et on voit parfois des petites évolutions justement sur le portefeuille, comme je vous le disais pour les garde-meubles qui ont plutôt vu leur exposition progresser. Est-ce que tu veux faire un petit point sur ton top 10 du coup? Est-ce que ça a évolué? Je vois toujours Vonovia qui est en tête de ton exposition.
On en a un peu parlé, mais les autres lignes derrière, je vois Argan est monté un peu plus haut sur ton top 10. Est-ce que tu peux revenir un tout petit peu là-dessus ? Alors effectivement, on a eu quelques changements. Argan, ça faisait partie de nos principales convictions sur l'année 2021. Donc les trois thématiques que je vous mentionnais en 2021 seront globalement certainement peut-être assez similaires en 2022. On n'a pas encore tout à fait défini quels vont être nos paris pour 2022. On se retrouvera certainement en janvier pour en discuter. En tout cas, on devrait retrouver à peu près ces grandes thématiques-là. Pour Argan, dont tu discutais justement juste avant, ça reste une foncière logistique française que l'on continue de beaucoup apprécier. Donc on en avait déjà discuté par le passé. C'est la seule aujourd'hui le foncière logistique française cotée aujourd'hui qui existe. Et on a vraiment une forte croissance, un fort appétit qui bénéficie justement à cette foncière-là. On a par exemple pour les investissements de niche changé un petit peu nos arbitrages. On avait proposé SBB, donc une foncière scandinave qui était exposée principalement donc, à des établissements donc, de collectivités, à des établissements de services, écoles, gendarmerie, crèches, établissements de santé, mais également résidentiels. C'est une valeur qui a très bien performé sur l'année 2021 puisqu'elle a quasiment vu son cours de bourse doubler. Et donc aujourd'hui, on a pris nos bénéfices sur SBB et on a eu tendance à réinvestir sur une valeur belge, Care Property, donc dans l'établissement, donc dans l'immobilier de santé, pardon. Care Property, donc c'est une exposition principalement Benelux jusqu'à présent, donc 83 Belgique, avec une exposition à la région flamande qui est assez importante, puisqu'il y a un biais, il y a 32% des loyers qui sont payés directement par la région des Flandres. Et aujourd'hui, on a une exposition d'Espagne qui représente donc 2% et qui devrait voir son poids progresser, puisqu'il y a des différents projets qui ont été annoncés justement en ce sens. Et ce qu'on aime beaucoup sur cette valeur, donc c'est son caractère très défensif, qui bénéficierait de l'indexation de l'inflation sur les loyers et également justement un pipeline de développement non pas très conséquent mais assez important, et on pense que la valorisation aujourd'hui nous paraît relativement attractive puisque c'est une valeur qui propose aujourd'hui un dividende de plus de 3% sur une valeur justement sur laquelle on a une vraie visibilité sur les cash flows sur les 15-20 prochaines années et justement un caractère très défensif lié justement à la thématique du vieillissement de population. On a vu deux tendances, on a vu la logistique et les niches. Tu en as une troisième ou... On va revenir finalement sur la première qui reste la première thématique du fonds, qui, je vous le mentionnais tout à l'heure, n'a pas vraiment bénéficié à la performance 2021, c'est le résidentiel. On continue de vraiment privilégier le caractère justement fondamental du besoin de se loger sur des marchés où les valorisations sont encore décotées par rapport au vrai prix de marché. Ce que je veux dire, c'est que le prix implicite, par exemple, de foncières comme Vonovia ou autres, au mètre carré, comparé justement aux transactions effectuées sur le marché, aujourd'hui, on est sur des choses bien en deçà des valorisations actuelles de marché. Et en plus, quand aujourd'hui, vous avez des foncières qui elles-mêmes sont décotées, on a finalement une décote sur une décote. Et c'est pour ça qu'on reste très positif sur ces foncières-là. Il n'y a pas que Vonovia. On peut mentionner Kojamo, donc, en Finlande, qui est une foncière de résidentielle finlandaise. On peut mentionner également Granger au UK. On est sur des foncières qui se payent aujourd'hui avec une décote, alors même que les prix de transaction pourraient être justement sur des niveaux plus importants. Donc on a vraiment ce côté, cette double sécurité avec ce biais donc value et croissance. Donc on bénéficierait sur les deux pattes, à la fois quelque chose qui serait décoté, value, et à la fois quelque chose qui serait en légère croissance compte tenu de l'appréciation des prix par rapport aux prix de transaction que l'on voit sur les marchés actuellement. Merci Alexis. On va passer à la session de questions-réponses. Donc vous pouvez d'ores et déjà utiliser le chat si vous le souhaitez. Alors moi j'en ai quand même noté une, puisqu'il y a un thème qu'on n'a pas abordé depuis le début. C'est la promotion immobilière. Donc moi je suis le fonds depuis 4 ans bientôt. C'est vrai que la promotion immobilière, c'était une donnée qu'on avait rentrée en 2019 ou 2018 de mémoire. T'en as pas du tout parlé. Est-ce que tu peux d'ailleurs nous dire quel est le poids de la promotion dans ton portefeuille aujourd'hui et quelles sont tes perspectives sur ce secteur qui, a priori, a sous-performé cette année, puisque j'ai regardé sur le premier graphique au début et il y a une mention. Voilà. Oui, c'est exact. Alors la promotion n'a pas vocation à dépasser plus de 10% du fonds. Donc concrètement, généralement, c'est plutôt une poche, on va dire, de niche. On a principalement deux promoteurs, donc Instone, un promoteur allemand, et Nexity. Et comme tu le mentionnais, Michel, c'est une thématique qui a sous-performé en 2021, principalement sur les 3-4 derniers mois. C'est principalement lié justement à la remontée de l'inflation d'une part.
on a aujourd'hui l'inquiétude que l'inflation des matières premières pèse sur la marge brute donc des promoteurs. Et on a également les promoteurs qui, de plus en plus, et ça a été principalement annoncé depuis, on va dire depuis cet été, c'est la difficulté pour les promoteurs de livrer en temps et en heure leurs projets. Pourquoi ? Parce qu'il y a justement une difficulté d'accès à la main-d'œuvre. C'est principalement vrai donc, aux États-Unis, donc ça nous concerne peu encore aujourd'hui, mais ça commence à être le cas par exemple en Allemagne, où les promoteurs allemands ont de plus en plus de mal à trouver finalement des employés, des ouvriers disponibles pour justement réaliser le travail et donc pour livrer les projets en temps et en heure. Donc c'est un peu cette inquiétude-là qui a déjà été jouée, qui a déjà on va dire été actée par les investisseurs, puisque donc ce sont des valeurs pour Nexity ou Instone qui ont perdu quasiment 15 à 20% par rapport à leur point haut de début d'année. Et donc justement, on reste sur un peu cette inquiétude sur la visibilité sur à la fois les ventes et également surtout sur la marge à court terme de ces promoteurs. Pour autant, nous, on reste très positif dessus. On est sur des acteurs qui possèdent de très belles réserves foncières. Je pense entre autres à Instone. Sur lequel on a à moyen terme et à long terme aucune inquiétude par rapport aux marges. On pense que c'est un acteur qui serait tout à fait en mesure de passer les hausses de prix par rapport à ces éléments justement sur l'inflation des matières premières, mais également on pense qu'il est en mesure, en tout cas les derniers retours qu'ils ont pu nous faire le management, étaient qu'il n'avait pas encore ce souci d'avoir à acter des délais supplémentaires par rapport à la livraison de leurs projets, puisqu'ils avaient justement suffisamment aujourd'hui de main-d'œuvre pour réaliser en temps et en heure leur développement. Donc ça peut être une situation conjoncturelle, ça peut être réglé assez rapidement, finalement, s'il y a de la main-d'œuvre qui revient et que du coup les valorisations pourraient revenir à leur plus haut niveau, selon ce que j'en comprends. Hein. Exactement. Alors pour la main-d'œuvre, l'impression c'est que effectivement c'est quelque chose qui est plutôt un peu court-termiste, qui peut être un peu tendu à court terme. La question est, sur laquelle on a peut-être moins de visibilité, c'est plus sur la partie matière première, où là on reste sur l'idée, encore une fois, Madame Irma, boule de cristal, où seront les prix du cuivre ou du ciment dans 6 à 12 mois. Ça pour le coup il y a beaucoup plus d'interrogations. On voit, je pense au prix de l'électricité, que c'est quelque chose qui va être un peu de manière structurelle. On va avoir une tendance à la hausse et les niveaux devraient rester relativement hauts sur les prix des matières énergétiques. Donc, de facto, on aura quand même une inflation qui devrait rester assez élevée pour les matières premières. Pour autant, voilà, encore une fois, c'est des éléments qui devraient être passés dans le prix de vente sans trop de difficultés, selon ce que disent les promoteurs. Et encore une fois, on est sur des actifs qui vont bénéficier encore de la progression de l'inflation des prix de l'immobilier qu'on a pu voir dans le résidentiel sur les 18 derniers mois. Pour certains, on parle de surchauffe. Nous, on pense qu'effectivement, il y a une tension, toujours pareil, dans certaines localités, dans certaines villes, plus qu'ailleurs. Et c'est justement sur ces réserves foncières-là qu'il faut se positionner, celles où justement la demande est la plus forte et où justement il y aura cette capacité, je pense à Instone, à passer des hausses de prix pour justement faire plus que compenser la hausse des prix des matières premières. Merci Alexis, c'était très clair pour moi, j'espère que c'était aussi le cas pour vous. Je ne vois pas d'autres questions, donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup.